Aristote, Galien et Pline l'Ancien. En Occident, durant des siècles, ces trois savants antiques sont perçus comme le socle de la connaissance. La société médiévale valorise le savoir-faire et l'expérimentation, mais les savants se contentent bien souvent de concilier le savoir gréco-latin avec la théologie chrétienne. Or, à partir du XVIe siècle, émerge une nouvelle façon de penser le monde. En 1543 notamment, après avoir prudemment attendu les dernières heures de sa vie, l'astronome et mathématicien Copernic publie De Revolutionibus Orbium Celestium. Contrairement à ce qu'avait énoncé Aristote, le savant déclare que la Terre n'est pas un astre immobile au centre de l'univers, mais qu'elle tourne autour du Soleil. C'est une révolution. À la fin du siècle, le théologien Giordano Bruno va encore plus loin. Le Soleil n'est pas le centre de l'univers non plus. Ce n'est qu'une étoile parmi tant d'autres dans l'univers. Condamné pour hérésie, torturé, Bruno est sommé de renier ses convictions sous peine de mort. Il n'en fera rien. En 1600, à Rome, il est brûlé vif. 33 ans plus tard, l'Église s'attaque à un autre savant. Devant sa toute-puissance, Galilée est contraint de renoncer à sa thèse sur les mouvements des corps célestes. À la fin du siècle, l'Anglais Isaac Newton formule la loi de la gravitation universelle à la base de la physique moderne. Dans ses calculs, pas d'emprunt à Aristote ou à la Bible, mais une place de choix réservée aux mathématiques et à l'expérimentation. Le monde scientifique est en pleine ébullition. Le philosophe Descartes met au point une méthode de raisonnement, excluant de facto les croyances et les superstitions. Place à l'esprit cartésien, à la critique et à la logique. L'heure est à la polémique et à l'échange. Au XVIIIe siècle, le royaume de France est au cœur de cet essor intellectuel. La raison doit l'emporter sur tout ce qui peut altérer le jugement. L'autonomie de l'individu est primordiale. Face à l'obscurantisme et à l'ignorance, ces philosophes deviennent des phares dans la nuit, des lanternes de la connaissance émergeant des abîmes. C'est le siècle des Lumières. Mais, comme Giordano Bruno ou Galilée avant eux, les philosophes des Lumières vont se heurter de plein fouet à la censure du pouvoir et de l'Église. La quasi-totalité d'entre eux va connaître, à un moment ou à un autre, l'exil, la prison ou la mise à l'index. Très vite, leur devise devient « sapere aude », ose savoir. 1745, Paris. Le savant allemand Gottfried Celius est en ville. Il doit rencontrer un certain Le Breton, éditeur, pour lui présenter un projet, la traduction en français de la Cyclopédia, un dictionnaire universel en langue anglaise. Le mot encyclopédie vient du grec et signifie « ensemble des savoirs pour une éducation complète ». À la différence d'un dictionnaire qui définit les mots d'une langue, une encyclopédie explique les choses de façon universelle. Elle compile et synthétise l'ensemble des connaissances pour les rendre accessibles à tous. Une encyclopédie est donc nécessairement un ouvrage conséquent et volumineux. Et à cette époque, aucun ouvrage de cette portée n'a encore été publié. Le projet initial de traduction tourne court, mais pour Le Breton, l'idée est lancée. L'édition d'un grand dictionnaire universel des arts et des sciences, en fait, une véritable encyclopédie. Il obtient un privilège royal de 20 ans, c'est-à-dire l'autorisation exclusive d'imprimer et de vendre cet ouvrage, une concession éditoriale. La direction rédactionnelle est confiée à l'abbé de Goy de Malves, mathématicien, membre de l'Académie royale des sciences et professeur au Collège de France. Le savant s'entoure aussitôt de collaborateurs. Parmi eux, Jean Leron d'Alembert, lui aussi membre de l'Académie royale des sciences, et Denis Diderot, un traducteur. Mais très vite, l'abbé quitte le projet. Diderot et d'Alembert se voient alors confier la lourde tâche de reprendre la direction de l'entreprise.
Et si, à l'origine, les intentions des éditeurs étaient relativement modestes, celles des deux nouveaux directeurs le sont beaucoup moins. Car Diderot et d'Alembert incarnent parfaitement l'esprit des Lumières. Leur mot d'ordre, ne rien admettre sans preuve et inciter à la réflexion. Leur ambition, ouvrir les portes du savoir au plus grand nombre, combattre les superstitions et l'obscurantisme, faire triompher la raison. Diderot, en particulier, ne cherche pas à mettre en place un système rigide ou une nouvelle méthode de pensée. Au contraire, il remet en question, soulève les incohérences, laisse les lecteurs réfléchir par eux-mêmes. Mais il se montre imprudent. En 1749, suite à l'une de ses publications anonymes, il est incarcéré pendant 3 mois à la prison de Vincennes. Le ton est donné. Cinq ans après le lancement du projet encyclopédique, le premier volume sort des ateliers de Le Breton. En préface, un texte de d'Alembert expose les ambitions des auteurs. Un véritable manifeste des Lumières. L'année suivante, la parution du second volume semble se passer sans accroc, jusqu'à ce que l'un des contributeurs de l'encyclopédie, un abbé, publie une thèse. Y figurent notamment des explications rationnelles aux guérisons miraculeuses de Jésus-Christ. C'est un scandale, un blasphème. Les opposants à l'encyclopédie saisissent l'opportunité et obtiennent du roi la condamnation des 2 volumes déjà parus. Interdiction est faite à quiconque d'en vendre, d'en acheter ou même simplement d'en détenir des exemplaires. Les encyclopédistes en viennent à craindre que leur projet ne soit récupéré par l'Église et confié aux jésuites. C'est dans ces heures sombres qu'intervient un allié aussi puissant qu'inattendu, Guillaume de Malesherbes, directeur de la censure. Sa fonction voudrait qu'il jette Diderot au cachot. Pourtant, il manœuvre habilement pour obtenir du roi la levée de l'interdiction. D'Alembert, en revanche, a compris la leçon. Il démissionne de la direction et devient simple collaborateur. Diderot reste seul à la barre. Les parutions reprennent. Les attaques se multiplient, se font de plus en plus virulentes au fil de la parution des volumes. En 1754, Voltaire, enthousiaste, rejoint le projet. Mais le 5 janvier 1757, un attentat manqué contre Louis XV ébranle l'opinion. Ces idées nouvelles, subversives, sont forcément les coupables. On accuse les encyclopédistes de vouloir saper le pouvoir royal. Malesherbes lui-même est menacé. D'Alembert abandonne définitivement le projet. Voltaire appelle tous les collaborateurs à la prudence. Mais Diderot, entouré d'une poignée d'irréductibles, tient bon. Il exhorte ses collaborateurs à ne pas fuir le combat, à ne pas abandonner le terrain à leurs ennemis. À Rome, le pape met l'ouvrage à l'index. Tout catholique reconnu coupable d'en posséder un exemplaire est menacé d'excommunication. Un décret royal révoque le privilège et déclare illégale toute réimpression des 7 premiers volumes. Les manuscrits de Diderot sont saisis, mais pas ceux cachés chez Malesherbes en personne. Le responsable de la censure royale, prenant des risques énormes, parvient à apaiser les esprits. Il obtient du roi la permission de continuer la publication, mais uniquement des volumes d'illustrations et de gravures. Commence alors la période clandestine de l'encyclopédie. Avec la complicité passive de la police, les volumes de textes restants sont rédigés et imprimés en secret dans les ateliers de Le Breton. Pour Diderot, cette période est très difficile. Pendant des années, endurant menaces et insultes, il se tue à la tâche en silence. C'est alors qu'en 1762,
l'impératrice Catherine II lui propose de terminer l'encyclopédie à Riga, dans l'Empire russe, loin de la censure. 1765. Les 10 derniers volumes de texte, imprimés secrètement, sans privilège royal, sont publiés en une seule fois et sous une fausse adresse. Pour contourner l'interdiction, les volumes sont distribués en dehors des murs de la ville de Paris. Par mesure de sécurité, le nom de Diderot n'y apparaît plus. Pour le maître d'œuvre, le grand et maudit ouvrage est achevé. La fin d'une vingtaine d'années de travail et de sacrifice, mais aussi de trahison. Car peu de temps avant la parution, Diderot s'est rendu compte que Le Breton a effectué une censure préventive. En 1772, les derniers volumes d'illustrations sont enfin achevés et publiés à leur tour. Après un quart de siècle d'un travail titanesque, la formidable aventure de l'édition de l'encyclopédie est terminée. Son titre définitif, Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Riche de près de 72 000 articles et de milliers d'illustrations réparties sur 28 volumes, c'est une œuvre monumentale. Aucune œuvre d'une telle ampleur n'avait été publiée. L'encyclopédie stupéfie par sa modernité et par la diversité des sujets traités. Pour la première fois, elle inclut des savoirs jusqu'alors dénigrés. La mécanique qui côtoie l'astronomie, la chirurgie, les mathématiques. Sa conception elle-même est originale. Entreprise collective, plus de 150 collaborateurs ont œuvré, pour la plupart bénévolement, à la rédaction des articles. Diderot, bien sûr, est l'auteur d'une grande variété d'articles, surtout techniques. Les témoignages le décrivant arpenter les ateliers de fabrication de long en large pour en comprendre les moindres secrets sont nombreux. D'Alembert, malgré son désistement, a fourni quelques 1600 articles, principalement sur les mathématiques. Mais aussi le chevalier de Jaucourt, ce bourreau de travail, entièrement dévoué à l'œuvre encyclopédique, même lors des heures les plus sombres. On lui doit plus de 17 000 articles, soit près de 24% du volume total. Si, avec plus de 150 collaborateurs différents, la qualité des articles est forcément très variable, jamais l'encyclopédie n'aurait pu voir le jour sans le dévouement des encyclopédistes. Ils ont bravé la censure et œuvré dans la clandestinité pour forger, au-delà de la simple compilation du savoir, une arme politique, une arme de lumière.